Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. C'est Quelle Comédie, l'émission qui, chaque lundi à 19 h, en direct depuis le secrétariat général de la Comédie Française, Place Colette à Paris, jette un coup de projecteur sur ce qui fait l'actualité de cette ruche foisonnante. Alors, selon les semaines, on parle de nouvelles pièces à l'affiche des 3 salles de la maison, la salle Richelieu, le Vieux Colombier, le Studio Théâtre. Mais on parle aussi de tournées, d'expositions, de publications, des ateliers et de la 4e scène numérique d'une richesse presque infinie et accessible à tous. Alors cette 4e scène, site de la Comédie Française et chaîne YouTube, connaît sa propre programmation. De septembre à février, on y a notamment préparé le baccalauréat. Et puis depuis mars jusqu'à juillet, on se chauffe, on s'étire, bref, on se prépare pour les Jeux Olympiques. Et ce soir, eh bien, ce sont ces Olympiades culturelles que nous allons évoquer donc avec 2 rendez-vous. L'amateur de tennis de Serge Danet, lu le 21 mai au Grenier, ici même, salle Richelieu, par Jennifer Decker. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là et en plus, doublement merci parce que tout à l'heure, vous êtes salle Richelieu dans les démons. Oui, je veux bien que vous fassiez un petit topo sur... c'est pour ça que vous êtes si belle, non? Voilà, il y a de la couleur, ça nous met un peu de couleur, parce qu'on était tous assez un peu sombres. Donc franchement, merci. Une petite perruque, une petite perruque, une petite perruque. Un petit peu de rose fuchsia pour les démons. Oui, venez le voir si jamais. Voilà, exactement, tout à fait. Il y a eu une émission lundi dernier avec Béline sur les démons. Et je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Un spectacle imaginé par Johan Gaziorowski et Benjamin Laverne. Il se marre sur notre propre titre. Ouais, j'ai hâte de le réécouter. Le titre. C'est pas mal. C'est voilà. Donc là, c'est un spectacle. Vous allez tout nous en dire autour du commentaire sportif. C'est un théâtre à la table, filmé par Clément Gobert, diffusé le 6 juin à 20 h 30. Bonsoir donc à tous les deux, Benjamin. Bonsoir. Bonsoir Judy. Alors, avant d'évoquer peut-être ces projets en particulier, une petite mise en jambe plus générale, si vous en êtes d'accord. Souvent, on dit par exemple que les grands musiciens sont des sportifs de haut niveau. Est-ce que vous diriez que pour les comédiens, et peut-être a fortiori les comédiens du français, qui, avec notamment le régime de l'alternance, passent d'un texte à l'autre, etc., est-ce qu'il y a quelque chose de sportif aussi dans le fait d'être comédien? Ah oui, résolument sportif. Résolument sportif. Ouais. Ah bah oui, moi je suis absolument persuadé que c'est une discipline qui engage le corps de manière parfois même radicale et on s'en rend pas toujours compte parce qu'on dit souvent que les comédiens ont moins d'exigences techniques parfois que les chanteurs ou les musiciens ou qui peuvent faire la fête ou peut-être être un peu moins doux avec leur corps, mais c'est pas grave, ils joueront très bien demain, il y aura du grain dans la voix et on trouve de l'émotion dans la fatigue, dans l'épuisement, mais on s'en rend bien compte qu'on a intérêt à être en forme pour jouer et de la tête aux pieds, puisque on est contrairement au cinéma où il y a un cadre, là le cadre c'est la scène et donc ouais, c'est vrai. Non, mais je crois. Alors c'est marrant parce qu'on a tous un rapport à notre corps très différent par rapport par exemple à l'échauffement, et c'est pareil pour la voix. Comment chacun échauffe son corps, se rend disponible au moment de la représentation. Et moi, j'aimerais bien qu'on ait des kinés, qu'on ait un suivi comme des sportifs de haut niveau, qu'on ait une alimentation. Comme les danseurs de l'opéra, juste à côté. Ouais, les danseurs, ils ont ça, ouais. Une cantine irréprochable, une alimentation pour être le plus performant et en forme possible. Et voilà. Moi, pour rebondir... Sans vouloir prendre le champ lexical, je t'ai dit. Tout à fait. Pour rebondir sur Benjamin, j'associerais surtout, notamment à la Comédie Française, le sport au mental. Parce que, alors moi, je m'échauffe pas. On parle de gymnastique. Toi, tu t'échauffes, mais moi, je dirais que c'est pas tant. Bien sûr, c'est physique. Le physique, il trinque, mais je pense qu'il trinque d'ailleurs parce que je suis pas disciplinée avec mon corps. Ouais. Mais au français, je dirais qu'il y a des, mais même pas que. Toi, quand tu dois jongler entre ici, le cinéma, peut-être effectivement à un moment donné avoir un bon mental, quoi, se mettre. Ouais. Moi, par exemple, c'est là que j'arrête de boire des coups le soir. Voilà, c'est là où j'arrête un peu l'alcool, où je lève un peu le pied, je vais me coucher, je fais hyper gaffe à mes horaires. Il y a ça, ça. Là, par exemple, je sais que je vais être dans les 3 spectacles de la fin de saison. Ouais. Bon, j'admets que... Là, ça y est, là. Ouais, je fais plus attention à mon hygiène de vie, à mon sommeil et tout. C'est vrai. Ouais. Ça dépend ce qu'on a à faire, c'est sûr. Comme Scapin, c'est vraiment une espèce de marathon qui termine par un 100 mètres. Ah bah c'est clair. Et puis parfois, on a c'est des mises en scène où on est beaucoup plus statique, où on n'a pas besoin forcément de se faire le grand écart avant de jouer.
ou de s'échauffer comme un malade. Là, vous venez tous les deux de terminer. Là, il y avait Scapin, et puis vous venez tous les deux de terminer Cyrano. Cyrano de Bergerac. Et puis c'est vrai que moi, c'était plutôt le début de la saison, là, par exemple, qui était très chargé, parce que j'avais 5 spectacles en même temps. Ouais. Donc c'est une course de fond, parce que c'est 5 spectacles, mais sur 4 ou 5 mois, mais où on fait de manière récurrente ces spectacles. Donc ça veut dire que ça exige une discipline tous les jours, toutes les semaines, et finalement sur la totalité des mois. Ouais. Et c'est vrai que c'est une endurance on n'a pas forcément l'habitude d'avoir dans nos métiers à l'extérieur de la Comédie Française, mais en tout cas ici, il y a cette endurance-là qui peut être demandée parfois. Ouais. Et là, j'en sors et ça demande une récupération. C'est comme s'il avait fait 51 matchs en 30 jours en décembre. Voilà. Oui, c'est vrai. Ouais. Il a joué 51 c'est énorme. fois. Mais c'est trop. Enfin, on a victoire. Oui, on suit. Victoire, c'est ça. Combien de standing Combien de standing. Donc l'analogie, elle est permanente avec le sport, parce qu'elle n'est pas que dans le traitement du corps, mais même dans la relation qu'on a au public. Ouais. On a vu aux Jeux Olympiques de Tokyo des salles vides. On ne produit pas les mêmes performances dans un gymnase vide que dans un gymnase plein. Nous, c'est pareil, devant une salle vide, c'est pour nous, mais dès lors qu'il y a le public, ça transforme la performance qu'on va faire. Mais alors, ça vous donne de l'énergie. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on va piocher, ça vous aide. Bien sûr. Mais les sportifs de haut niveau aussi, je pense. D'ailleurs, ils sont galvanisés par le public, souvent. Ben oui, mais par exemple, Serge Danet dit que c'est un allié fondamental, par exemple, dans le tennis, le public. Pour le mental des joueurs, oui. Ah, oui. Mais même au foot, on dit jouer à domicile. Bien sûr. Jouer à domicile ou à l'extérieur. Dans la Champions League, c'est même pas le même nombre de points. Les buts ne valent pas la même chose. Alors maintenant, si, je crois. Mais non, je crois pas. Je crois que c'est récent. Ah non, tu crois pas? Non, je crois pas. Il faudrait qu'on se rencarde. Si un jour on fait un théâtre à la table sur le sport. On fait ce débat. Et pour terminer l'analogie sur le sport, même les langues. On en parlait encore hier, on parlait de Scapin avec Didier Sandre, à quel point on le prend même comme une descente à ski, parce qu'on a l'impression qu'il y a des portes à passer et que c'est une exigence technique, rythmique, et que c'est jamais gagné, et que c'est un peu un match à mener, entre guillemets, pour aller au bout, quoi, et d'arriver à... Et que quand on a des petites fautes de rythme, et ça met un coup au rythme, au moral, et il faut repartir en selle. Autre analogie équestre. Après, il y a quand même la grande différence fondamentale entre, quand même, on peut le dire, le théâtre et le sport, c'est que le sport, il faut forcément un gagnant et un perdant. C'est clair. Il n'y a pas de score. Au théâtre, il n'y a pas cette notion de gagnant ou de perdant. On peut être déçu par une représentation. Et d'ailleurs, très souvent, et pourtant, le ressenti intérieur, parfois, il peut être tellement... c'est pas du tout ce que va recevoir le public. C'est vraiment entre soi et soi. Après, le plaisir à jouer. Ouais. Mais voilà, on n'a pas de performance qui implique une victoire ou une défaite. Ouais. Et à la clé, des sous ou pas de sous. Un prix, une coupe. Une coupe. Une petite médaille. De la moula. Exactement. Il y a aussi quand même quelque chose de commun encore, mais c'est le collectif quand même. Ouais. Bien sûr, les répétitions, ça peut correspondre à des entraînements où on met en place des stratégies, on se met d'accord sur tiens, tu me passeras la balle à tel moment, ou dans telle situation, il faut que tu me donnes la balle comme ça. L'analogie, elle est permanente. C'est des constructions, c'est des schémas. Sur la face, des trajectoires. On m'a pas répondu, j'ai fait une proposition, il n'y a rien eu en face. Et par exemple, dans les sports collectifs, ce qui est frappant, tu as joué solo, perso. Quand on pratique des sports collectifs, c'est que c'est des sports qui exigent de toute façon de l'écoute. S'il n'y a aucune écoute, ça ne fonctionne pas. Au théâtre, c'est pareil, sur un plateau, s'il n'y a aucune écoute, ça ne fonctionne pas. Ouais, ça, pour le coup, le public le ressent. Quand les gens jouent ensemble, ou quand chacun joue en fait pour soi, même si finalement le texte est respecté, que le rythme est là, la connexion entre chacun se ressent dans le public, je pense. Je ne sais pas si le public sait si les gens jouent seuls ou ensemble. En tout cas, je sens j'ai déjà eu des retours sur le fait qu'il y a une différence quand il y a une grande complicité entre eux. Mais voilà, mais c'est pas tout à fait pareil. Enfin, en tout cas, ça se sent, ça, c'est très perméable, cette intimité, cette complicité, en effet, qui est là. Bon, alors, il y a quand même... Oui, non. Non, mais puis avec le public aussi. Ils sont là, ils sont pas là, ils ne rentrent pas là. Justement, qu'est-ce qu'ils nous donnent Parfois, on sort de scène très vite, alors, ils sont pas là ce soir. Et on va avoir plus de mal. Et puis parfois, on les a eus, on a réussi à les récupérer. Il y a ce match avec le public aussi, vachement. Et ça les surprend d'ailleurs, parfois quand on parle avec le public, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont autant de place et autant d'importance pendant une représentation.
que vraiment ils peuvent parfois faire la pluie et le beau temps, ou au contraire... Enfin, oui. Influencer autant. Influencer, ils ont un rôle à jouer, ouais. Finalement, on compte sur eux aussi, quoi. Le commentateur sportif, il a aussi un rôle à jouer. Il peut flinguer un match comme il peut faire qu'un match soit historique. Il vient être un peu l'alchimiste ou pas, celui qui va... Il faut quand même qu'il y ait je pense pour qu'il y ait un bon commentaire, qu'il y ait un grand moment de sport. Si le match est pénible... Si Julien Febvreau, qui commente la Formule 1 depuis plus de 20 ans sur Canal+, nous a expliqué qu'il avait eu à combler... il pleuvait des cordes, je crois, sur un Grand Prix. Ouais. Et donc il a fait 3 heures d'antenne où il devait combler. Ouais. Donc il y a une performance quand même à faire. Oui, c'est sûr. Mais il lui manque le sport à ce moment-là, quoi. Donc, je pense que... Et puis il y a aussi cette fameuse archive que nous on va pas réutiliser, mais d'un jeune homme qui commente le tennis sur France Télévisions, mais pour le site internet, donc pas vraiment, et qui pète un câble complètement parce qu'il s'emmerde un peu pendant les matchs. Et du coup, voilà, il y a des extraits qui sont formidables où on sent qu'il est tout seul à commenter. C'est une affaire souvent quand même de duo, trio, le commentaire. Ouais. Et lui, il est tout seul et il s'ennuie profondément à ces matchs de tennis. Donc ça crée des moments médiatiques, on va dire. Il le fait pour un public. Il le fait pour le site France TV. Quand même. Ouais, ça passe pas sur les. Il le fait pas pour lui, quoi. Il le fait pour des gens. Non, il le fait pour des gens, pour France Télé, mais parce que c'est des tout petits matchs de poule ou de voilà. Donc et lui il se retrouve à commenter à 9h du mat et il est complètement, il dit des trucs incroyables. On va revoir ça quand même. Et moi j'aurais une question à vous poser après, si Judith vous me permettez. Bien sûr. J'aimerais savoir si les commentateurs, c'est comme ça qu'on dit, sportifs, ont une espèce de charte où ils se doivent normalement ou pas à une partialité, ou pas du tout, ils ont le droit d'être absolument pro quelqu'un. Parce que parfois, on ne peut pas s'empêcher de l'être. Quand c'est la France, il y a ça s'entend ils s'autorisent quand même. Il y a un petit chauvinisme. Ils sont partisans et ils l'assument et c'est autorisé dans la charte de la chaîne, j'imagine. Il n'y a pas de... Mais il n'y a pas de charte des commentateurs sportifs, une sorte d'éthique, des règles. Si, normalement, c'est un peu complexe sur la question du parti pris, de savoir comment ils doivent être... En fait, ce qu'on comprend, c'est que c'est la direction des sports de chaque chaîne qui décide un petit peu de la ligne qu'aura toutes les retransmissions sportives. Par exemple, à Canal+ ou à France Télévisions, il y a une manière, ils attendent certaines choses des gens qui recrutent, des journalistes qui recrutent. Donc ils sont formés une certaine écriture. Et une certaine écriture, quoi. Ah oui. Mais c'est vrai que tu as raison. Quand c'est les équipes nationales, par exemple, comme la France, il y a un peu de chauvinisme qui peut naître, et c'est d'ailleurs ce qui fait tout le sel des retransmissions, c'est qu'il y a souvent un surenthousiasme parce que c'est l'équipe de France. Ils ont un devoir de mesure, par exemple, pour respecter le jeu et l'esprit du sport, et ne pas accabler l'arbitre, par exemple. Oui. Le commentateur n'a normalement pas le droit d'insulter l'arbitre. Oui. Ce qui a été fait d'ailleurs, Thierry Roland, c'est un extrait qu'on a mis, Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Non, c'est pas Jean-Michel Larquet, c'est Thierry Roland. Bernard Père. Ah, il est bon, putain, il a révisé ses fiches. Bernard Père. Bernard Père en 76, qui insulte l'arbitre. C'est Monsieur Foot, l'arbitre s'appelle Monsieur Foot. Vraiment, on s'appelle Monsieur Foot. C'est un peu comme les plaques de psychologue. Je n'ai pas peur de le dire, vous êtes un salaud. Et il insulte l'arbitre, il est outré par la décision, il a l'impression que l'arbitre tue le match et qu'il est complètement partial et que c'est un scandale. Et donc il se lâche complètement. Et en fait, il s'est fait virer par la direction de France Télévisions. Et 1 heure ou 2 heures, 3 heures plus tard, il a été réhabilité tellement il a eu de soutien, de lettres. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas des tweets. En 76. Il n'y avait pas des tweets. Il a reçu tellement de soutien de la part des téléspectateurs qu'ils se sont dit ça va faire un scandale, ça va faire un nouveau scandale. Si on vire Thierry Roland, il faut qu'on le garde. Ah oui, mais en tout cas, le nerf de la guerre, c'est quand même la passion. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça sans passion. Jennifer, vous allez lire donc ces textes de Serge Danet. Et le tennis, c'est une passion ? Non. Ah bah si, quand même. Non, c'est pas une passion. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, en revanche, a été dans mon paysage enfant depuis toujours. On en a tous fait. Moi, j'ai accompagné mes parents parce qu'ils faisaient des doubles mixtes entre mes parents et les meilleurs amis de mes parents. Ouais. Ma sœur, elle a poussé un peu le bouchon un peu plus loin avant de s'attaquer à l'athlétisme. Mon frère, il en a fait aussi avant de s'attaquer vraiment au hockey. Ah oui. Et moi, j'en ai un peu fait en intermittente avant de m'attaquer à l'équitation. Ok. Mais c'est vrai que... C'est la base pour tout le monde. C'était un peu une base. Et c'est vrai que le sport qu'on regardait en famille, c'était Roland Garros. Et quand il y avait des Coupes du Monde de foot, le foot. Et je pense mon père, dans son coin, le rugby. Parce que lui, c'était un rugbyman. Jusqu'à ses 35 ans, il a pratiqué ça.
Voilà, mais donc c'était dans le paysage. C'était dans le paysage, la culture familiale. Culture familiale. Et après, j'ai eu la chance d'être un peu invitée à Roland-Garros. Et j'admets que je suis tombée amoureuse de ce sport, mais parce qu'en fait, ça raconte une chose que je n'ai pas, c'est-à-dire, vraiment, je reviens sur le mental. Je crois que j'ai vraiment une fascination pour le mental. Ce sont des êtres qui sont seuls, contrairement au sport collectif. Ouais. Il est seul de son côté du terrain et il ne peut s'en prendre qu'à lui-même pour le pire et pour le meilleur. Et j'admets que quand je vois des grands moments de bravoure, j'ai le cœur qui se lève, je fais beaucoup de bruit, quoi. J'exulte, je crie, bon, voilà, ça me met un peu dans tous mes états. Et c'est vrai que je suis étonnée de l'impact que ça a sur moi, mais pratiquement tous les sports, si je décide à un moment donné de m'y intéresser, pour cette histoire de mental, je vais surtout dans le tennis, il y a une part c'est le part mental incroyable immense, de se dire immense. Au 3e set, c'est pas foutu, même si jamais j'en ai 2,5 déjà contre moi, je peux. Et en même temps, j'ai appris par exemple que les coachs pour le mental au tennis, je crois que ça arrive avec Lendl. Je crois que ça n'existait pas avant. Ah, oui. Un mec comme McEnroe n'avait même pas de coach du tout, par exemple. Il s'entraînait tout seul. C'était vraiment... ah bah oui. Ah, tu veux dire pas forcément un psychologue, oui, vraiment En coach fait, non, sportif. un coach sportif. Alors, McEnroe n'en avait pas du tout. Ouais. Mais après, la pratique d'un coach qui vient travailler le mental... Un coach mental. Voilà, du joueur. Un psy, quoi. C'est une... Ouais. C'est une chose qui arrive plus tard. Et aujourd'hui, maintenant, tout le monde... quasiment tout le monde... Bah, la peur de perdre, même la peur de gagner. Le bras qui tremble, le filet, quoi. C'est dingue. Serge Danet, il en parle de ça, du mental. Serge Danet, il parle de ça, mais il fait surtout ce qui est très beau, puisqu'on est là aussi pour parler culture et littérature et sport. Oui. Il est devenu écrivain, j'allais dire, d'une certaine manière aussi, avec ses chroniques. C'est chroniques. Faut situer quand même, hein, c'est les années 80, Libération. Alors, ça, c'est effectivement, il a été, avant d'écrire pour Libé, plus de 15 ans, hein, rédac chef pour les cahiers du cinéma. Donc lui, sa passion, c'est le cinéma. Il s'appelle Cinéfils. D'ailleurs, il y a un documentaire vachement chouette qui s'appelle Itinéraire d'un cinéfils, où il dit qu'il est né avec le cinéma moderne, puisqu'il est né en 1944, donc en même temps que la sortie de Grande Ville ouverte de Rossellini. Et pour lui, il y a dans le tennis des métaphores pour le cinéma tout le temps. À cause du cadre. Des lignes, à cause du cadre, à cause de ce qui est in, out, donc dans le champ, dans leur champ. Bref, donc voilà, effectivement, il revient. Mais après, il dit aussi qu'il aime très fort la corrida, et pour les mêmes raisons. Et en fait, il parle du rapport au temps. Il dit que le cinéma invente du temps. Il dit que c'est pas forcément un art de l'image, mais que c'est un art du temps. Et je crois qu'il dit ça aussi du tennis, le rapport au temps. Et que le temps, surtout à une époque, à Roland-Garros maintenant, moins, puisque l'Anglaine, ça y est, va à son toit, que le central a son toit, mais quand il fallait... La météo. Oui. Ah oui. Non, le temps, le temps, la durée. À la fois la durée et le... Il fallait... Enfin, il y avait le temps effectivement d'un match, bon, tout se passe bien, il fait très beau, etc. Mais si jamais il pleut, que tu t'arrêtes, que tu dois attendre la nuit, le lendemain matin, là, le mental, pour continuer, voilà. Et il dit, il y en a par exemple, il y a les vieux loups parfois qui gagnaient grâce à cette une pause pipi. à cette maîtrise du temps que par exemple d'autres, tu vois, Yannick Noah justement, là il en parle dans l'amateur de tennis, il dit, il faut pas que le match se prolonge, il va le gagner en 3-7, mais il faut qu'il le gagne vite. Donc voilà, c'est... Et puis pareil, il dit qu'on rentre en empathie avec les joueurs de la même manière qu'on rentre en empathie avec les personnages. Enfin, il passe son temps à... Il commente un match comme un film. Sa rubrique dans Libération s'appelait Rebond. Et c'était évidemment un hommage, voilà, un mot... piqué au champ lexical du tennis, là pour parler de toutes sortes de débats, pas du tout que de cinéma ou de littérature au tennis, hein, c'était tous les débats, tous les faits de société. Mais quand vous évoquiez aussi le côté littéraire, c'est vrai que là, vous, c'est le commentaire, j'allais dire audio, hein, qu'on va... mais là, c'est l'écrit. Et c'est une façon, par écrit, de faire vivre une image.
qui en plus est éphémère. C'est-à-dire que bon, un film, on peut aller le voir, le revoir. Alors, et certes, maintenant, on peut revoir les films, les matchs, les meilleurs points, etc. Mais de commenter comme ça un match qui s'est terminé, en plus par écrit. Il fait beaucoup plus que le commenter. Il analyse, par exemple, là, j'écoutais récemment à voix nue qu'il a fait 2 mois avant de mourir. Il est mort en 92. Ouais. Juin 92, ça a été enregistré en avril-mai 92. Et en fait, je sais plus parce qu'il a pas cité le nom du gars, mais il disait, je comprends pas, il est parti voir 28 fois un film de Minelli, je sais plus. Il dit, il en dit rien. Mais il dit, mais moi, ce que je fais, c'est que je vais voir les films, j'en parle énormément avec mes potes, et puis après, je fais un article, mais pour lui, il faut en penser quelque chose, il faut avoir un avis sur la chose. Et en fait, c'est vrai que quand on lit l'amateur de tennis, il est... mais je sais pas, moi, il connaît les joueurs comme ses meilleurs potes. Il les a regardés au scalpel, au microscope. Et il dit même, justement, avec cette fameuse histoire d'empathie, il sait même si un joueur va foirer ou pas son tie-break ou... Il traque. Il sent, ouais. Oui, mais parce que voilà, comme il dit, il rentre en empathie avec le joueur. Et donc c'est vrai que c'est une affaire de... C'est pour ça que je dis que c'est pas qu'une affaire de commentaires, parce que il y a aussi beaucoup à réfléchir et à penser le tennis, le sport, les joueurs, et donc s'invite avec ça chez lui, une affaire de style. Et c'est en ça que les gens disent effectivement que c'est un journaliste un peu pas comme les autres, parce que il a cette veine littéraire très forte, et c'est quelqu'un qui a du style. Et moi, c'est pour ça que ça m'avait plu de prendre l'amateur de tennis, parce que quand on le lit, il y a vraiment des moments où on rit. Moi, je ris. Rien que ces tout petits avant-titres, là, comme ça, qu'il écrit. Et c'est un recueil, c'est ses chroniques, qu'il avait écrites pour Libé dans les années 80. Donc c'est sur une décennie. D'accord. C'est sur une décennie, et voilà, et ça a fait l'objet d'un livre qui s'appelle L'amateur de tennis. Mais effectivement, c'était des chroniques pour Libé. Mais c'est vrai que dans le côté analyse, moi j'avais relevé par exemple une phrase où il dit sur le court, le tennisman joue contre 4 adversaires. L'autre, le public, lui-même et le temps. Absolument. Et avec le temps, sous le regard du public, il devient un autre pour lui-même. Et c'est ce qu'on appelle vieillir. C'est pas mal quand même, parce qu'on se dit, ouais, en effet, ça part d'un match de tennis, mais finalement, ça va beaucoup plus loin que le match de tennis. Ah oui. Ah non, mais il en a pas mal des punchlines. Il faut venir me voir le 21 mai. J'arrête pas de faire des... C'est pas déjà complet? Pas du tout. Non, je suis un peu déçue. C'est normal, ça se rend plus dernier moment. Non, mais là, ça va, t'es gentil. Ça va tout changer, ça va tout changer. Nous non plus, c'est pas complet. Nous non plus. C'est pas en public. Ça aide. Et un truc qui est marrant aussi, je trouve, dans le commentaire, en tout cas du tennis, les autres sports, je suis moins certaine, mais c'est le côté, la personnification, parce que on va dire par exemple, j'ai joué un tel, pas j'ai joué contre un tel, mais j'ai joué, je sais pas, Nadal va dire, j'ai joué Federer, enfin il ne dit pas en français, mais ou bien on va parler de son tennis, mon tennis comme de mon art du tennis. Enfin, il y a aussi quelque chose d'assez... Est-ce qu'il y a ça dans les autres sports? Non, vous voyez pas ce que je veux dire? Si, une manière de personnifier. De personnifier, quoi. Comme si quand le on sport, jouait Nadal, en fait, on joue contre une pensée, Nadal. on joue contre une manière de se préparer, une manière d'endurer. Un certain tennis, oui. On parle d'art, en plus, on va pratiquer ça. Après, je reviendrai sur l'empathie, parce que ça nous intéresse aussi, nous. Mais par rapport à l'art, il y a un commentaire de Jean Rochefort qu'on va nous citer dans notre théâtre à la table, quand il commente les épreuves d'équitation en 2004 à Athènes. Et il a un moment de désespoir total. Il dit, mon Dieu, que l'art est difficile. Devant un dresseur de cheval qui essaie de gagner le dressage. Parce qu'on parle des performances, mais énormément aussi du style et de la manière. Ouais. Donc comment on gagne. Et donc du style, en tennis notamment, beaucoup. Les amateurs, enfin les Nadal ou pour Djoko ou pro Nadal, parlent énormément de l'élégance, du style et de la manière, du geste. Même au basket, même partout. Parce qu'en fait, vous avez raison de poser la question. Même la grâce de Last Dance, par Jordan, exemple, ils font que ça. En fait, ils passent leur temps, les joueurs, surtout en fonction de leur poste sur le terrain, à analyser les joueurs qui vont devoir contrer, qui vont devoir... Donc, c'est pour un joueur, s'entraîner, ça n'est pas que s'entraîner à faire son propre tennis, à développer son propre tennis. Il faut absolument avoir
connaître le tennis de son adversaire. Bah oui, bien sûr, c'est tennis, comme un jeu d'échecs aussi. Au tennis, j'ai l'impression qu'on a inventé des coups. Enfin, il y a des joueurs qui inventent des coups. Je crois que c'est Deleuze qui dit ça, qu'il y a les créateurs et il y a les suiveurs. Ouais. Donc à chaque fois qu'il y a un créateur, il y a toute une ribambelle de suiveurs. Mais ça se vérifie dans tous les sports. Ça veut dire que si vous avez un Panenka qui va tirer un penalty d'une certaine manière, il y a plein de joueurs qui vont faire des Panenka après. Quand Erwin Ngapet au volleyball fait un retourné et qu'il attaque de dos, vous voyez plein de joueurs dans les 2 ans qui suivent qui vont essayer de faire la même chose. Madane, il dit par rapport à Borg justement qu'il y a une école suédoise. Borg, et puis après, il y a eu des espèces de mini-Borg un peu ennuyeux, donc, qui s'appellent l'école suédoise, qui en fait, qui font en fait jouent le jeu de Borg. En natation, on dit qu'il y a l'école de Nice aussi, parce qu'il y a eu toute une série de performances de nageurs français, et il y a un des commentateurs qui dit l'école de Nice est formidable. Je crois qu'il parle de Manodou, après le 50 mètres de Manodou. Non, Yannick Agnel, pardon. Après le 4 fois 100 mètres. Et sur la personnalité aussi des sportifs, sur l'identité de chacun, il y a aussi mon cousin, il est Amaury Laverne, il est double champion du monde de bodyboard. Tu le félicites. Je sais, et on est tous hyper fiers de ça. Merci Jennifer. 2010 et 2014, si nous écoute, j'en doute. Il doit être amoureux, c'est un amoureux de la vie soir. Il y a une interview de lui qui est hyper touchante où il raconte pas sa rivalité, mais la différence entre lui et Pierre-Louis Coste, qui est le 2e meilleur français, en tout cas de cette époque, des années 2010, entre 2010 et 2020, qui a été champion du monde après lui, après Amaury. Et il dit, lui, c'est un génie, tout a été facile, et il a une espèce pas de bonne étoile, mais de grâce, d'évidence, de facilité. Et il disait, c'était hallucinant à regarder, c'était un génie, un surdoué. Et lui, il dit, moi, je suis un laborieux, il m'a fallu travailler énormément, beaucoup plus, en tout cas différemment, et pour atteindre ce niveau-là. Et donc, c'est des chemins, c'est des parcours très différents. Et nous, on a ça aussi dans nos métiers. C'est ce que j'allais dire. Voilà, bien sûr. Je travaille beaucoup. Mais c'est vrai, on a la chance dans notre maison de pouvoir observer des gens au travail qui sont à un endroit différent d'une autre et qui sont inspirants, quoi. Puis c'est au quotidien, c'est voir des gens travailler comme ça, c'est formidable, quoi. On a cette chance-là. Vous vouliez parler d'empathie ? Oui. Alors ? Oui, parce que ce que tu racontais sur l'empathie, ça m'a fait écho à des rencontres qu'on a eues, nous, avec Benjamin. On a rencontré Julien Febvreau, qui est un commentateur de F1, Patrick Montel, qui est un commentateur d'athlétisme. Alors peut-être Ça y est, c'est parti. Et ces gens-là, finalement, on se rend compte qu'ils s'intéressent autant à la discipline sportive qu'ils racontent, certainement aussi parce qu'ils l'ont pratiqué eux-mêmes à un moment donné ou pas d'ailleurs, mais c'est surtout les histoires humaines qui vont avec la performance sportive. C'est-à-dire qu'ils s'intéressent, j'ai l'impression, encore plus aux athlètes qu'à la performance que les athlètes vont produire. Ce qui fait qu'ils ont énormément d'empathie quand l'athlète échoue, par exemple. Si l'athlète réussit, c'est formidable. Mais je me souviens de Julien Febvreau qui racontait aussi des aventures. Il connaît très bien, par exemple, tous les pilotes de F1 des Grands Prix, et notamment les Français. Et je crois qu'il les fréquente aussi dans le paddock régulièrement depuis plus de 20 ans. Il disait, par exemple, Romain Grosjean, qui était un bon ami, et à un moment donné, on était tous un peu comme ça en cabine, mais moi, je dois commenter pour des millions de gens qui regardent sur ma chaîne, mais c'est aussi mon ami, là, donc je dois parler, et je sais pas ce qui est en train de lui arriver, je crois que c'était un accident qu'il y avait, etc., donc il s'est sorti, mais voilà, cette empathie-là, ce phénomène d'empathie, c'est ce qui... pour eux aussi, c'est ce que disait aussi un peu Jennifer sur l'impartialité. Hein. Complètement. C'est là que ça se joue aussi, quand on est comme ça dans un milieu qu'on finit par connaître les athlètes, on a forcément le cœur qui bat, soi-même aussi, on doit être impartial et faire partager à tous le sport de tous, mais... Vas-y. Mais j'ai envie de dire un truc après sur le public. Mais heureusement, parce que ils nous font accéder à l'émotion aussi, c'est-à-dire que moi, mes plus grandes émotions, c'est quand je sens que le commentateur est ému aussi. Et que c'est tellement important pour lui que ça sacralise le moment, parce que parfois il me fait prendre conscience de l'importance de ce qu'on est en train de vivre. Et pour lui, ça a tellement d'être quelque chose d'extraordinaire, et puis qu'il en a lui-même des sanglots dans la voix, ça devient donc c'est un grand moment de télévision aussi souvent, quand il y a justement le moment sportif, le commentateur qui dit les bons mots, et puis parfois quand il en perd son latin, qui se met à ne plus pouvoir parler, ça devient parfois salvateur, parce que c'est bien éloquent aussi. Le silence est capital dans le commentaire.
Ça, on nous a souvent dit. Il faut savoir se taire. Du coup, et en fait, il nous donne accès, il nous donne les clés du sport et il nous donne de sa passion et il nous la communique. Et donc, moi, s'il m'est arrivé de me retrouver à une finale de l'Euro de foot dans un stade, et j'étais malheureux parce que j'avais pas le commentaire, j'avais pas les ralentis, j'avais pas les gros plans. Mais tu sais, j'aurais été bien mieux dans un bar avec des potes. Pourquoi je suis venu là? Ça m'a coûté une blinde. Dans les stades, parfois, tu vois des gens avec des écouteurs et qui branchent la radio, hein, et qui ont les commentaires radio en même temps qu'ils sont. Ouais, parfois. Il y a un petit décalage qui doit pas être toujours agréable. Sans doute. Mais ouais, ils nous donnent accès. Moi, je trouve, surtout quand on découvre le sport par la télévision. Je parle pas forcément de le pratiquer, mais de regarder le sport. C'est d'abord par la télé, enfin, je sais pas, mais... La radio aussi. C'est un peu d'un autre temps, mais c'est quand même... ça marche toujours, quoi. Oui, bien sûr. C'est assez magique. Ouais, de suivre un match de foot à la radio, dans sa bagnole. Il y a aussi une dramaturgie, je veux dire, très clairement. D'autant que ce qui est intéressant, nous on a les deux, on va traverser à la fois des commentaires de télé et de radio. La radio est obligée de produire beaucoup plus de vocabulaire, est obligée d'illustrer beaucoup plus par les mots, tandis qu'à la télévision, on incite plutôt les commentateurs à se taire. Il y a un documentaire en ce moment, il y a une série sur Canal+ qui s'appelle Au micro, où ils cherchent le nouveau commentateur de foot, et il leur dit souvent, mais taisez-vous, parce qu'il y a des choses là que vous décrivez, mais qu'on voit. Donc, vous n'avez pas besoin de les décrire. C'est... Ouais. Enfin, papillonasme. Oui, redondant, enfin, je sais pas... Je rappelle quand même que ça s'appelle, je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Non, mais on sent que vous avez fait une sorte de travail documentaire pour savoir un peu ce que c'était de l'intérieur que de faire du commentaire. Mais comment est-ce que vous avez bâti ce théâtre à la table? On est en chantier, là, on est bien en chantier. On est en train de faire cette conduite et ce voyage-là, cette dramaturgie. Et c'est un peu étourdissant parce qu'il y a tellement de matières possibles qu'il faut savoir s'arrêter. Et on se dit, putain, pourquoi on n'a pas parlé de ça? Par exemple, il nous manque du tennis, là, il faut qu'on rajoute du tennis. faut demander à Jennifer. Et il y a tellement des pépites qu'on découvre aussi. Alors, on a un professionnel, un grand technicien qui a un compte Ina Media Pro qui nous sert beaucoup pour retrouver des archives télé très précieuses, de retrouver les moments dont on a entendu parler ou qu'on découvre. Il y a des choses hilarantes, d'autres émouvantes, des choses intimes, par exemple. On se demande s'il faut les mettre ou pas, des moments volés en off, que les commentateurs se sont fait surprendre. Il y avait un micro qui traînait, on les entend en off, et nous, on a tellement envie de raconter ça aussi. Et donc là, on a beaucoup accumulé, c'est-à-dire retranscrit les commentaires. C'est comme des scènes de théâtre, quoi. C'est dialogué, il y a des pépites, c'est rythmique, on essaye de marquer les temps aussi, comme une partition, d'essayer de recréer quelque chose qui a eu lieu en direct et c'était émouvant parce que c'était en direct. On est curieux de voir aussi comment on va essayer de retrouver une émotion de quelque chose qui est passé et de refaire toucher du doigt ce qu'ont vécu les téléspectateurs qui le vivaient en direct. D'ailleurs, ceux qui pratiquent ce métier-là, qui sont commentateurs, sont très curieux aussi de notre forme. Ils sont très intrigués de ce qu'on veut raconter avec cette forme-là. Ouais. Je crois que ce qu'on veut raconter, c'est aussi nous, notre amour qu'on a pour eux, pour ce qu'ils arrivent à nous faire, à créer d'émotions en plus de celles que provoquent les événements sportifs. C'est que nous, on a vraiment été bercés par des retransmissions télé. Toi, c'était le tennis, l'athlétisme. Tu disais que tu te levais avec ton père la nuit pour voir. Oui, c'est ça, suivre une finale qui a lieu à l'autre bout du monde et se lever au milieu de la nuit. Ça, mais moi, je mets mon réveil pendant les JO, je mets mon réveil pour regarder la finale en direct. Et puis il y a tellement ce sont des acteurs et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas forcément conscience de ça, à quel point en fait ils racontent des histoires, d'une histoire qui s'écrit en direct. Et il leur faut quand même, parce qu'on parlait du track, et les deux journalistes qu'on a rencontrés nous ont dit pas du tout le track, pas du tout. Alors qu'ils sont quand même des rendez-vous, c'est des rendez-vous hyper importants où ils doivent. C'est comme avant un match d'impro où on se disait alors ils ont bossé suffisamment avant pour connaître techniquement leur sport, quel joueur, qui machin, mais il faut quand même délivrer. On le voit avec, en effet, encore ce programme de Canal+ là, à quel point il y a un rendez-vous et il faut trouver les bons mots. Alors ils font après. Après un petit examen, ils revoient leur performance et ils sont critiques vis-à-vis de ce qu'ils auraient pu mieux dire. Voilà, il faut être quand même en forme. Ils nous ont quand même confié qu'il fallait bien dormir, qu'il y en a qui bouffent pas avant non plus, ou je sais pas, qu'il faut quand même être disponible. Mais ce sont des acteurs parce que c'est eux qui nous racontent l'histoire et la qualité du timbre, de la voix, la peur de perdre sa voix.
Ça, ils l'ont énormément, surtout qu'ils parfois ils se mettent à gueuler. Le fait de ne pas être cabot, c'est-à-dire de savoir à un moment donné réprimer des émotions qui, eux, parce que eux sont les premiers spectateurs et ils nous racontent ce qu'ils voient en direct, nous aussi, à la télévision. Et donc, ils sont aussi parfois débordés par leurs émotions, et parfois ils s'oublient. Donc ils se mettent dans des états pas possibles, ils se disent non, attends, faut que je me calme. Tout ça, par exemple, vous allez me montrer ces moments justement pour éviter... de retenue. C'est intéressant. On nous travaille sur le off, là c'est quelque chose qui est apparu plus tard, parce que là on travaille beaucoup sur ce qu'on entend, sur le texte, etc. Mais nous on se demande aussi qu'est-ce qu'on va montrer avec les caméras comme vous êtes filmé, de Clément. Qu'est-ce qu'on peut montrer aussi au-delà du commentaire. Donc ça, on est en train d'y réfléchir. Mais c'est aussi en lecture un petit peu, donc on a un petit peu cette contrainte. Ouais, on a la contrainte de la lecture. Feuille. Bien sûr. On a envie de jouer tout de suite. Quoi. Mais il y a une expression... Surtout que si tu dis que c'est... Enfin, moi, je trouve qu'effectivement, le défi pour vous, c'est par rapport à ce que tu disais sur le présent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est effectivement du commentaire, du direct, du présent. C'est-à-dire que tout le monde, personne ne sait... L'issue du match. Personne ne sait ce qui va se passer. On est en train, tous ensemble, de découvrir ce qui se passe. Et en fait, ça, cette chose-là qui grouille au fond du ventre, effectivement, une fois que... tu connais la chose, je me dis, si c'est pas le pépite du direct, en tout cas, c'est qu'est-ce qu'on convoque, ou qu'est-ce qu'on reconvoque. Et là, je trouve que c'est vous qui devenez des personnages, et là, c'est comme si vous redeveniez des personnages de théâtre, quoi. Nous, ce qu'on va... et que vous deviez les interpréter. Toucher du doigt l'émotion que les gens ont vécue, et quand le moment est réussi, et que c'est en fait, on se rend compte qu'il va falloir... le voir comme une partition, c'est-à-dire quand parfois avec les rythmes, les intensités, de se parler en même temps, parfois de se chevaucher, les cumuls. Mais surtout, c'est vous qui allez probablement émouvoir les gens, parce qu'il y a peut-être ceux qui auront, on sera peut-être meilleurs grâce à vous. Non, mais il y a peut-être ceux qui, grâce à vous, vont revivre un match qu'ils connaissent. Ouais. Tant mieux. Ouais. Et ça va convoquer des souvenirs, genre Madeleine de Proust. Mais par exemple, des gens comme moi qui n'auront probablement rien vu de ce que vous allez commenter, c'est D'ailleurs, vous qui allez me raconter en fait la folie dans la fin. Le vecteur. En fait, c'est parce que souvent on nous dit mais on verra pas les images. Non, on ne verra pas les images. Non, c'est vous qu'on voit. On sera les seuls passeurs. Nous, on a l'ambition de penser que ce qu'on produit, ces gens-là, ces journalistes-là, à tel moment, a une valeur poétique, théâtrale, ou alors beaucoup plus vernaculaire, mais en tout cas émotionnelle. Et eux, ils décrivent cette chose-là comme de l'improvisation millimétrée. Et ben, je crois que cet oxymore-là est parfait pour nous. Enfin, c'est même pas un oxymore, mais c'est une improvisation, mais millimétrée, dans le sens où c'est très calibré. Ça veut dire qu'il y a la notion du temps, du rythme, tout est très précis, mais malgré eux. C'est pour ça que ça leur échappe, parce que ça les intrigue qu'on fasse un truc sur eux, sur leur métier, parce que ça leur échappe tout ça. Ils nous disent, mais là, je ne savais plus ce que je faisais, je lâchais prise. Et nous, on va essayer parce qu'ils sont dépendants aussi retraverser leur lâcher prise. Et il y a une fierté aussi quand ils ont trouvé la bonne formule ou le bon mot, et que ça devient mythique, que ça devient que ça devient un mème, que ça devient un hashtag sur. C'est passionnant. Et ils sont là. J'ai dit ça ce jour-là. C'est sorti. Moi, je l'avais pas prévu. Le geste du sportif. C'est une phrase assez banale, mais qui est après par la super passe. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui fait un bon commentateur ? Complètement. Alors, on a raté la blague, on était en train de parler. On peut parler aussi à nos... Je voulais savoir ce qu'il faisait. Qu'est-ce qui faisait un bon commentateur et un mauvais commentateur ? Un mauvais commentateur. Qu'est-ce qui fait un bon ou un mauvais commentateur ? Eh bien, écoute, regarde notre théâtre à la table. Exactement. Eh ben, c'est ça, c'est l'équilibre, le subtil équilibre. On leur a demandé ça. Il n'y a pas de recette, ils disent, et à la fois, il y a quand même des règles. Si, non, mais ils ont une connaissance totale de leur sport. Ouais. Ça, c'est capital. Une connaissance parfaite. Ils sont des enjeux incollables sur l'histoire de leur sport, sur la technique de leur sport. Il y en a un, par exemple, qui s'est mis à commenter du rugby dans les années 70, Roger Coudert. Il n'y connaissait rien, pas une broque des règles du rugby. Et c'est là qu'ils se sont dit, peut-être qu'avec le commentateur, là, il faudrait qu'on fasse venir un expert, un consultant. Donc c'est comme ça que les consultants sont arrivés. Donc il y a un monsieur qui s'appelle Pierre Albaladejo, et ça a fait les grandes heures des retransmissions de rugby à la télévision. Donc il y en avait un pour le théâtre et un pour l'expertise. Donc il y en a un, le commentateur est là pour faire avancer la narration plutôt journalistique, et puis il y a le consultant qui vient parfois,
apporter son œil expert, préciser. C'est très intéressant. Nous, on a des choses là entre... donc, il y a Albaladejo, mais il y a des consultants tout le temps. Montillet, Maracineanu, Diagana, voilà. Ces gens-là sont très précieux aussi. C'est ces anciens sportifs. Et ce qui est très émouvant aussi, c'est que eux parfois craquent complètement et lâchent le commentaire. Ouais. Thierry Ray. Thierry Ray, mais parce que là, il est seul à ce moment-là. Il est tout seul. Ouais. Il est tout seul. Ouais. Mais parfois, il y a le commentateur et puis il y a le technicien qui parfois est un ancien sportif qui connaît les sportifs qui concourent et puis qui tout d'un coup deviennent spectateurs et on entend des petits cris derrière. Oui, mais ils commentent pas, ils sont là, ils vivent ça et c'est des hurlements ou des oui. Maracineanu, c'est... Ouais. Et ça, on le devine. Donc ça crée de l'imaginaire aussi pour celui qui écoute en disant, dis donc, ou parfois ils disent plus rien et tu sens qu'en fait, le commentateur qui dit, Machine qui est en train de craquer complètement. Thierry Ray qui commente la victoire de David Douillet en 2000, il est incapable de terminer le match. Il est en pleurs et du coup on n'entend plus qu'un mec qui dit... Pardon, devant votre poste de télévision, vous devez trouver qu'on se met dans des états pas possibles, mais vous vous rendez pas compte. Allez, il s'excuse de se dire, vous devez trouver ça bizarre. Ça, c'est d'une beauté incroyable. Et il engueule même presque le spectateur. Vous, chez vous, si vous connaissez pas les règles, vous les connaissez pas, c'est simple. Il y a le bleu et il y a le blanc. Et en fait, il est tellement qu'il se met à engueuler les téléspectateurs et ça, c'est cadeau. Jean Rochefort est comme ça aussi. Il a la gourmandise de dire, vous qui êtes en train de regarder, c'est formidable. On est tellement content de vous faire partager cet événement. C'est formidable que vous regardiez ça. Regardez ce cheval. Voilà. Et puis, c'est de la poésie comme ça qui sort. Gourmand. Et le corps est convoqué parce que moi, je sais pas, j'aurais tendance à penser que ce commentaire sportif comme ça, je sais pas, on a envie d'être debout, non? C'est facile, assis. On se pose ces questions justement en ce moment parce qu'on évoque la scénographie. La plupart du temps, ils sont assis et puis, ils peuvent se lever. Certainement qu'ils se lèvent. Ils ont des... C'est rare quand la caméra est retournée vers eux, mais parfois ça arrive de plus en plus maintenant avec les réseaux sociaux, etc. Et parfois, on peut voir qu'ils sont debout et qu'il y a le corps qui est engagé. Ah ouais, parce qu'il y a une énergie. Hein. Enfin, je veux dire, on donne de sa personne quoi, quand on est comme ça complètement. À fond pour faire vivre. Et en même temps, il faut imaginer des stades avec des cabines, ce qu'on appelle des cabines de commentateurs, où il y a des rangées de tables, et quand c'est des matchs internationaux, mais ils sont 300 journalistes là, derrière leur petite table. Ouais. J'imagine s'ils sont 300 à bouger dans tous les sens comme ça doit être un ballet infernal. Mais ouais, la question du corps, on se la pose là, en ce moment, parce qu'on réfléchit à notre forme, mais on n'y a pas pensé. Nous, c'était le son. On était préoccupés par le son. Oui, mais comme on va être filmé, c'est vrai qu'on se dit, on a envie que c'est maintenant. Voilà, bien sûr. Oui. Parce que là, d'ailleurs, si on pourrait aller bosser maintenant, parce que on a du boulot là, ça met la pression tout ça. C'est quand vous, pardon? On enregistre le 31 mai et on répète du 23 au 31. Voilà, mais c'est le 6 juin que ça passe. Ça passe le 6 juin, exactement. Mais le 21 mai, c'est plus tôt. Et ton grenier, c'est le 21 mai. Juste avant les démons. 21 mai. Décidément, les démons sont partout. Ouais, les démons sont partout. Et là, c'est quel genre de lecture? C'est une lecture plus littéraire, plus... Tu vas être en short, en tenue de tennis? Alors, je me suis demandé si j'allais pas venir un peu en short et m'habiller un peu comme Keno avec une petite perruque. Non, je ne sais pas. Non, je ne crois pas. Non, mais je me suis amusée du coup, en revanche, à effectivement écouter... Deleuze, parce qu'il a dans son ABCD RT comme tennis, effectivement, donc d'années. Mais j'ai retrouvé aussi des articles, par exemple, des vieux articles de Maupassant qui avaient un profond mépris pour ce sport. Donc il y a un article que je trouve très drôle, que j'ai envie de lire. Blondin, par exemple, il dit que c'est pas Roland Garros, il dit que c'est Roulant Carrosse, parce que ça a été pendant très longtemps considéré comme un sport de bourgeois, d'aristos. En fait, ça s'est vraiment démocratisé, ce sport, avec la télé. Puisqu'on parle de la télévision, ça a fait effectivement rentrer le tennis dans les familles, dans les différentes classes sociales. Et alors c'est marrant parce qu'apparemment il y a un... Comment il s'appelle? Merde, comment ça s'appelle? Un sémiologiste, ça existe? C'est comme ça qu'on dit? Qui s'est amusé à compter par exemple le nombre de fois qu'il y avait le mot tennis dans la recherche du temps perdu de Proust. 14 fois, contre 1 pour le golf et 1 pour le foot. Incroyable. Donc c'était vraiment le tennis, c'était vraiment une affaire d'années. Par exemple, il disait que donc lui, il vient vraiment d'une famille c'est plutôt grande pauvreté et
ils se faisaient kicker des squares quand ils essayaient de rentrer sur un terrain de tennis parce que c'était pas pour eux. Et ils disaient il fallait aimer ça très très fort pour pouvoir grappiller comme ça quelques minutes sur un terrain de tennis. Donc c'était vraiment pas pour tout le monde. Et donc voilà, j'ai un peu envie de... Voilà, il y a Danae évidemment qui est très centrale. Je pense que je vais m'amuser aussi à montrer des bouts de match. Je crois que j'ai quand même un peu envie qu'on voit... c'est un peu facile de montrer McEnroe en colère. En même temps, c'est tellement délicieux parce qu'il était vraiment fou. Parce que je pensais à ça justement aux commentaires. Ah oui, savoir comment les commentaires... Aux commentaires, parce que oui, mais justement, c'est là où plus personne ne parle. Par exemple, quand McEnroe, je sais plus si c'est en 84, je sais plus quand est-ce que c'est, mais quand il pète un câble contre l'arbitre et que ça dure très 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 longtemps, les commentateurs et nous, tout le monde est comme ça. Personne qui parle. Donc, j'allais dire, moi, c'est vrai que je me souviens pas de pépites au tennis en commentaire. Je me souviens. Puis en plus, je trouve que, je sais pas, peut-être parce que les stades sont faits de telle sorte qu'on est plus proche, mais du coup, moi, par exemple, voilà, il n'y a pas ce manque. Le foot, par exemple, on est content effectivement d'avoir peut-être les commentaires, d'avoir les gros plans, au tennis. Quand même, moi en tout cas, j'ai eu la chance de toujours bien voir là où j'étais assise, donc d'avoir vraiment l'impression d'être à l'intérieur du match et voilà, et pas de manquer. Après, ce qui est plus difficile, je trouve, pour revenir sur le public et le rapport aux aficionados dont parle Serge Danae, dont je fais absolument partie, les aficionados étant les gens qui aiment le tennis et qui n'y connaissent rien. Et donc nous, on a... en fait, on sait... Le tennis, ça aurait pu être un sport de spécialistes, et puis ça s'est donc démocratisé, et puis finalement on s'est mis à aimer ça. Les règles sont peut-être pas très difficiles, donc finalement un spectateur aujourd'hui va reconnaître si c'est in ou out. Mais le tennis, c'est quoi? C'est quand même beaucoup aussi une affaire de style. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va être un passing shot? Qu'est-ce que ça va être effectivement de faire un service volé? Ceux qui font que du fond de cours. Voilà, exactement. Comment ça travaille? Comment ça... Et ça, il dit, il y en a plein, par exemple, qui ne le voient pas, enfin, qui ne s'y intéressent pas, mais qui vont plutôt faire un sur une faute. Et est venu en même temps qu'il y a eu cette démocratisation du public, la notion de spectateur à supporter. C'est-à-dire qu'en fait, au foot, par exemple, il y a des supporters. On sait pour qui on est, on sait pour quelle équipe on est. Oui. Bon. Au tennis, et c'est ça que j'adore, et que parfois je sens que ça glisse, c'est qu'on est pour le beau jeu. Donc, peu importe si la France joue ou pas au tennis, je m'en carre complètement. Non, mais c'est la beauté. Je suis autant fan de regarder dans les Big Three Nadal, Djoko ou Federer que maintenant de découvrir Alcaraz, que de regarder. Et tu trouves que c'est plus propre au tennis, ça? Plus? En fait, le tennis, c'est très très chauvin aussi. Oui. Moi, je déteste quand on applaudit une faute de l'adversaire. Oui, et c'est pas l'esprit du tennis a priori. Moi, je trouve que ce qu'il y a de très beau, c'est quand on applaudit le beau jeu. Le beau jeu, ouais. Et moi, j'aime cette chose-là au tennis, mais c'est vrai que si apparemment c'est un peu préservé à Wimbledon, mais bon, c'est pareil, quand on voit le tarif des places à Wimbledon, c'est pas la même population en réalité qui assiste au match. Et aujourd'hui, il y a quelque chose de plus, qui est hyper spontané, qui est plus chien fou. Enfin voilà. C'est vrai que c'est extrêmement rare au dehors du tennis. Je pense que c'est arrivé une fois récemment au football, où Cristiano Ronaldo jouait avec le Real Madrid et a marqué un but incroyable à la Juventus de Turin, dans le stade de la Juventus. Tout le stade de la Juventus Turin a applaudi le but de Cristiano Ronaldo. C'était un trop beau sport, mais moi je trouve ça magnifique en fait. C'est magnifique. Moi je sais qu'en tant que spectatrice de sport, c'est vrai que je suis beaucoup plus sensible aux beaux gestes, aux beaux jeux que à je sais pas, une supportrice, plutôt une. Je regarde. Je crois avoir entendu des commentateurs qui parlaient du public. Je sais pas si c'était à Roland Garros, en disant, dis donc, le public cette année.
de faire une analyse du public. Ah ouais. Le public cette année, il est un peu plus bourrin que d'habitude. Il est pas très élégant dans sa manière justement de supporter, de supporter ou même son attitude, de manifester, d'applaudir la faute de l'autre. Chose qu'on faisait. Et les commentateurs étaient un peu choqués du niveau d'éducation des spectateurs. Ouais. Et je trouvais ça assez juste et. Mais c'est parce que ça déforme, en fait, c'est-à-dire que du coup, on n'est plus tout à fait le même allié, justement, pour un joueur qui pouvait, à tour de rôle, se distribuer les applaudissements et les bravos et la reconnaissance du public en fonction du jeu qui venait d'être mené. Et donc ça, c'est très encourageant, parce qu'on applaudit le geste, mais bon, après, ça a toujours existé quand même, hein. On a quand même son favori, même s'il n'est pas français justement et qu'on est de nationalité française, on peut avoir son favori sur le plateau, sur le terrain, et avoir envie vraiment de supporter quelqu'un en particulier. Mais je sais que moi j'ai toujours, par exemple, une petite pudeur quand j'y suis, parce que je suis éblouie par la quantité de travail que ça demande et c'est quand même tous des joueurs exceptionnels, ceux qui sont à Roland-Garros et qui sont... Mais t'es pas intimidé aussi par le silence qu'il y a dans les stades de tennis, parce que il y a un rapport Mais moi je l'apprécie énormément. Un rapport au silence. C'est religieux. Qui infuse sur les commentaires de tennis aussi, parce que les commentateurs de tennis en général ils parlent tout bas. Tout bas. Oui. Ils sont pas très. C'est sacralisé. Ils sont pas très loquaces. On parle juste à bon escient. Ouais. Surtout comme si les joueurs pouvaient les entendre. Oui. Il faut pas service. C'est arrivé une fois où Nelson Montfort faisait un lancement, je sais pas si Nelson Montfort faisait un lancement sur les hauteurs du stade de Roland-Garros. Il est sur le grill. Il est sur le grill, il dit oui, tout à fait, je suis en direct de machin. Et sur le court, ils sont en train de jouer, et il dit il y a du bruit. Oh, il se met mais c'est Nelson. Et lui il continue. Et dans le public, Nelson, ta gueule. Wow! Et lui, il est là-haut, c'est extraordinaire. Et les joueurs se marrent en disant non, mais mon pauvre Nelson, complètement à l'ouest. Il est à l'ouest. Et mon père, moi, parfois, je me rappelle des colères de mon père qui, ça c'est sur la direction des sports, qui privilégie justement les Français. Et il nous montre un match nul, mais parce que c'est pas ou pendant les JO un truc nul avec des Français, même pas une finale, machin, alors que t'as juste à côté une finale capitale avec un moment de sport d'anthologie, mais la télévision française privilégie et il me dit mais on s'en fout, mais montrez-nous le beau truc, quoi, le beau match, pas forcément parce que c'est un Français. Ce qu'on entend beaucoup aussi, c'est que c'est quand même assez héréditaire, hein. Vous avez tous, d'une certaine façon, reçu ça aussi de vos parents qui regardaient le sport et que ça nourrit une espèce de... Il y a une fascination à voir. Ouais, c'est ça. Parce que c'est le partage, en fait. C'est le partage aussi. Oui, bien sûr. Par le sport. C'est par le sport. Oui, bien sûr. J'ai vu mon père dormir beaucoup aussi. Ouais, Jennifer évoquait Proust avec les 14 occurrences du beau tennis contre les autres, mais petite Madeleine de Proust, pour vous, il y a quelques semaines, vous avez fait le commentateur sportif. Oui, je me suis amusé. Benjamin, malheureusement, jouait Scapin, mais sinon je l'aurais bien embarqué aussi. C'est remarquable. Mais oui, je voulais aller commenter. Je voulais aller commenter un match de volleyball parce que c'était dans mon club, donc je connaissais très bien ce sport, très bien ce club. Et j'ai pris le temps d'aller à Poitiers pour commenter un match de volleyball, pour comprendre ce qui se passait justement pour les commentateurs. Et le track ? Et alors non, c'est pour ça, tout à l'heure j'aurais pu le dire aussi, mais j'ai pas eu le track. Alors en plus, moi c'était une audience minime parce que ça passait sur un site internet où je pense qu'il y a 300 personnes qui regardaient, quoi, maximum. Mais non, j'ai compris de l'intérieur ce qui peut se passer pour ces gens qui commentent, c'est que si vous êtes passionné et que, effectivement, vous pouvez aligner des phrases quand même pour raconter ce que vous voyez, vous pouvez commenter finalement. Parce que si vous laissez l'émotion passer, et si vous avez quand même un certain regard sur la technique sportive qu'il y a devant vous, et si vous arrivez à l'expliquer, ça peut se faire. Et donc j'ai pas eu le track, et je remercie d'ailleurs Pierre et Laurent Bigot qui m'a laissé commenter à sa place ce jour-là. C'était une très très belle expérience que j'aimerais refaire peut-être. C'était une manière de très bien préparer ce théâtre à la table. Complètement, parce que j'ai pu après témoigner auprès de Benjamin. Hyper doué, moi j'étais là, c'est pas possible, il m'a caché une seconde vie. Ouais, mais j'en ai beaucoup regardé de commentaires de volley et tout, j'ai pas arrêté. Bon, l'heure tourne et vous allez aller sur le plateau bientôt. Oui. Un très grand merci à tous les trois. Je rappelle, l'amateur de tennis, Serge Danet,
et consorts le 21 mai au Grenier, ici même, donc salle Richelieu. Et puis, je crois qu'après avoir... Non, c'est au Grenier, c'est... C'est la coupole. Oui, ça c'est la coupole, oui. Non, Qu'est-ce qu'on a dit? j'ai dit Richelieu, le Grenier, Richelieu. Non, le Grenier, ici même. La coupole. Ah, La le coupole. bâtiment de Richelieu, Voilà, excusez-moi, oui, pardon oui, Judith. c'est ça. Je crois qu'après avoir les vu gens ça, seront on guidés. peut mourir tranquille. Spectacle donc imaginé par vous deux et filmé par Clément Gobert qui sera donc diffusé le 6 juin à 20h30. Et puis, dans ce même thème, il y a aussi le mental de l'équipe. Mais On a oui, beaucoup évoqué l'idée du mental. Théâtre à la table, dirigé par Denis Podalides, filmé aussi par Clément Gobert. Diffusé le 16 mai. C'est un texte d'Emmanuel Bourdieu et de Frédéric Bélier-Garcia. Et eh bien, comme la vie est bien faite, je vous propose de nous quitter en regardant la bande-annonce de ce théâtre à la table. Ah oui, c'est pas mal. C'est là, grâce, n'est-ce pas, à Andrea Villechange, Rosalie Barbe et Zélie d'Allemagne. Merci beaucoup à toutes les trois et rendez-vous donc lundi prochain pour un nouveau Quelle Comédie. Surtout, restez donc bien branchés. Voici la bande-annonce du mental de l'équipe. On les enfonce, on les crucifie. Mono franchit le rond central. Mono irrésistible, mono méconnaissable. Le Brévillois sur une autre planète. Mais comment peut-il? Et pourquoi personne ne le marque? Parce qu'il ne devrait pas être là. Quelle rush, quelle raid, quelle rush, quelle raid, quelle rush, quelle raid. Or, tous les voyants sont au vert pour les rouges. Ce n'est pas normal. Pas de faute, pas de faute, pas de faute. Je le prends. Attends, on est à 3 contre 1. À 2 minutes de la fin, c'est pas le moment de prendre un mauvais coup franc. Faute. Quel vilain geste. Quel vilain geste. Quel choc, quel tac, quel choc, quel tac, quel choc, quel tacle. Ah bah oui, alors une agression. Un attentat. Un tampon monstrueux. Depuis combien de temps tu n'as pas tiré de coup franc? Depuis 15 ans. Alors, qu'est-ce qui te prend? Je sais pas, rien. Vous me parlez logique. Quand je vous parle mental. J'avais un potentiel énorme, moi. J'étais le grand espoir de Bréville. À l'Inter, je me serais épanoui. J'aurais confirmé. Mais t'étais pas assez fort. Mais si je marque, c'est ma vie que je gagne. Et tu verras, ce sera mon déclic. Je me révélerai, j'exploserai à nouveau. On me repérera. On me fera des offres, peut-être même d'Italie. Tu m'avais promis qu'on parlerait plus de ça. Marco-le, s'il te plaît. Allez!